Shalom à toutes et à tous, on est très contents. On est avec le Rav Menachem Ackerman. Je remercie tous ceux qui ont déjà fait un don à la grande campagne de l'Ilmod. C'est pas la campagne annuelle, c'est la campagne exceptionnelle parce que c'est les 10 ans. J'invite tout celui qui a participé une fois, qui a écouté, qui a entendu, qui a profité de l'Ilmod une fois dans ces 10 ans à faire un don, petit, grand. On a besoin de ça pour continuer, pour se développer. Un grand merci à tous ceux que je vois sur l'écran qui ont déjà fait un don. Ceux qui n'ont pas encore fait, il y aura le lien en dessous dans la description du lien YouTube. Vous pouvez faire un don encore pendant quelques jours. Et pour très très important, parce que le Rav Ackerman, il est toujours avec le temps. D'accord? On est toujours un petit peu en retard au début du cours, mais c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que on va parler de ce Pessah, puisqu'on a la veille de Pessah qui tombe Shabbat. Donc ça entraîne beaucoup de choses différentes. Le fait que le dernier repas, où on a l'habitude de faire le repas, va tomber en fait pendant Shabbat, ça pose des questions et de halacha et également de marshava, donc de pensée juive. Bechavod, Rav Ackerman. D'accord, Sodarabah Johan. Et on commence le cours aujourd'hui, on ne va pas utiliser de support, c'est-à-dire que c'est Torah chez Béalpé. En gros, bien entendu, j'imagine que dans toutes les communautés, dans toutes les parutions que vous aurez l'occasion aussi d'entendre qu'on parle de ça, parce que les gens, en fait, comme ça arrive très rarement. Bon, c'est arrivé il y a 4 ans, et il y a même un cours qui est enregistré que j'ai donné il y a 4 ans, mais et la prochaine fois, normalement, ce sera dans 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Alors vous dire, c'est intéressant, oui, c'est une chose. D'un autre côté, c'est un petit peu une tannée, comme on dit, bonne tannée, bonne santé, parce que c'est difficile à organiser. Plus on a ou bien beaucoup de gens avec nous, plus on avance dans l'âge, plus des fois, sincèrement, déjà Pessah, c'est difficile d'être sûr qu'il n'y a pas de Hametz, parce qu'on veut vraiment, on a de la Hirat Shamayim, on a l'habitude, on a vu nos mères, nos grands-mères, comment est-ce qu'elles préparaient Pessah. Et on veut le faire le mieux possible. D'un côté, on veut aussi que ce soit agréable, que ce soit Bessimcha, et en même temps que ce soit, comme on dit, Pessah Kacher, Vesamer. D'accord? Les deux, et la Kashrut et la Simcha. Et cette année, comme c'est encore plus compliqué, l'homme échané, vous pouvez m'écouter, vous pouvez encore lire des choses et écouter. Ce qui est important, c'est, Bezrat Hashem, d'arriver à la compréhension de ce que vous faites, ce qu'on va faire, et en même temps, une préparation même pratique de pouvoir savoir comment on va faire les choses. Alors c'est pour ça que j'ai décidé, c'est assez exceptionnel, parce que dans Midrashet Yehuda, on fait moins souvent des shiurim qui sont vraiment de halacha, mais j'ai quand même décidé de faire un shiur aujourd'hui qui est au niveau de la préparation pratique, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le lundi aussi, donc le cours qui suivra, qui précédera Pessah, je vais vous donner une vision beaucoup plus large de Erev Pessah et Shechal Beshabbat, c'est-à-dire de donner des éléments de réflexion, de Marshavas, qui est plus l'habitude de Midrashet Yehuda et des cours aussi de l'Ilmod, sur Erev Pessah Shechal Beshabbat, c'est-à-dire la veille de Pessah qui tombe Shabbat. Une des références les plus importantes que j'ai, mais c'est pas la seule, si vous le voyez, vous pouvez aussi vous l'acheter. Il faut que j'arrive à trouver. C'est le Rav Yosef Tzvi Rimon, c'est le Rav du Gush Etzion et aussi qui enseigne au Machalev, qui a sorti un livre entier sur Erev Pessah Shechal Beshabbat et Purim Meshulash, c'est-à-dire dans le même livre. Ça tourne toujours ensemble quand Purim et Meshulash, mais c'est surtout important maintenant pour Erev Pessah Shechal Liot Beshabbat. Et je vais prendre référence et à la fin du cours, je vous enverrai un PDF en résumé sur 2 feuilles du résumé de tout, en ivrite, pas en français, un résumé en ivrite pour ceux qui lisent l'ivrite de Rav Yosef Sirimon, de tout ça, bien entendu. Ashkenaz, Farad, tout n'est pas dedans, c'est un résumé, mais ça peut quand même vous donner une base si vous voulez relire les choses. Alors, Rav Ackerman, oui. Est-ce que tu peux préciser un peu pour ceux qui ne connaissent pas le Rav Rimon, expliquer que c'est une pointure en halacha et que qui il est, quoi, un petit peu. D'accord. Alors, Rav Yosef Tzvi Rimon, il a étudié avec moi au Kollel et il fait partie du mouvement au niveau du monde des yeshivot de la yeshiva de Har Etzion, qui a l'Onshut dans le Gush Etzion, et il est un des grands élèves de Rav Yosef Tzvi, de Rav Soloveitchik et et des grands rabbanim de la yeshiva. Aujourd'hui, actuellement, il s'est rendu célèbre aussi par son activité. À l'époque du Gush Katif, il a monté toute une organisation pour aider les gens qui sortaient du Gush Katif. Depuis 1 an et demi, on ne le voit plus au Machonev parce qu'il court de tous les côtés. Il s'occupe des veuves, des soldats du monde entier. Et aujourd'hui, il est, disons que s'il y a pas des choses de politique, à mon avis, dans 10 ans, il sera le grand rabbin d'Israël.
C'est-à-dire au niveau, c'est la pointure au niveau sa manière d'être, et c'est un posek halakha. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours les gens qui sont plus du monde de la marshava, du monde de la halakha, du monde de la philosophie et tout. Et Rav Yosef Tzvi Rimon, il a en même temps une formation sioniste. Son grand-père était l'ami de Rav Kook, de Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Il habitait à Tel Aviv à côté de lui, et il s'appelait aussi Yosef Tzvi Rimon, il a le nom de son grand-père, et qui était un poète. Et lui, Rav Rimon, comme tous les grands poskim, il a une tête de halakha, comme Rav Edea, comme Rav Moshe Feinstein, c'est-à-dire qu'il pense halakha, il enseigne halakha, il peut enseigner 10 cours en une journée, il est extrêmement productif, et aussi au niveau de la littérature écrite, et il y a aujourd'hui beaucoup de livres. Voilà, je crois que j'ai un petit peu envie. N'essaye pas de nous faire du collator, hein, t'as dit Rav Yosef Virimon, n'essaye pas de nous rentrer ma chère Ben Yosef. Et non, ce que je voulais dire aussi, c'est que comme tu disais, il est décisionnaire, il est rabbin du Gush Etzion, donc il a des questions d'halakha au niveau personnel et au niveau collectif de tout un département, de plusieurs villages, donc voilà quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, il est dans la commission qui s'occupe de l'éthique des médicaments, vous savez, des choix des médicaments, et dans toutes sortes d'autres choses, c'est-à-dire il siège un peu partout. Il m'a dit d'ailleurs, une fois, il m'a dit qu'il est extrêmement sollicité par des grandes personnalités politiques et militaires quand ils ont des questions de halakha, bien entendu, parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui vit dans notre monde, qui est sioniste, qui connaît tout ça. Donc c'est vraiment, si vous ne le connaissez pas encore, ça vaut le coup de le connaître. Voilà, donc on rentre maintenant dans les considérations de halakha. Je vais essayer de passer au niveau chronologique pour que ce soit plus facile. Alors tout d'abord, on commence depuis le début du commencement. Le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat, on a l'habitude d'aller écouter le Rav qui fait une grande dracha. C'est une des raisons pour laquelle le Shabbat Agadol, parce qu'il parle longtemps. C'est-à-dire le Ben Ishra, il parlait 4 heures sans s'arrêter. Et donc aujourd'hui, les gens ils supportent plus, mais une dracha de Shabbat Agadol d'un Rav qui se respecte, c'est bien 1 heure. Et on le fait le Shabbat parce que tout le monde est disponible, Shabbat après-midi, Shabbat matin, en fonction des différentes communautés. En général, c'est le Shabbat l'après-midi. Et cette année, bien que le Shabbat Agadol officiel, je veux dire par rapport à l'historique de qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, c'est le Shabbat qui va être juxtaposé à Pessah, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, dans 2 semaines, on peut dire, c'est-à-dire Parashat Tzav. Mais le Shabbat Agadol au niveau de la dracha, ce sera ce Shabbat-là. C'est Shabbat Vaikra, cette semaine, tout simplement, parce que la dracha du Rav, elle est toujours comme ce que je fais maintenant, aider les gens à se préparer à Pessah. Toute la semaine, on court, on nettoie, on travaille. Donc le Shabbat, on a le temps de s'asseoir et d'écouter le Rav qui va nous donner la halakha de notre temps et dans la communauté où les rabbanim sont, vers Hachaye Bayamim. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ta'anit Bechorot, vous savez que les premiers-nés ont l'habitude de jeûner la veille de Pessah. Alors, certains, ils ne peuvent pas jeûner Shabbat. Et comme ils ne jeûnent pas Shabbat, on ne jeûne pas non plus le vendredi. Le Ta'anit Bechorot, ce sera jeudi. Jeudi dans 10 jours. Ta'anit Bechorot. Alors, comme vous savez aujourd'hui, comme c'est un jeûne qui n'est pas marqué ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, on a l'habitude de ne pas le faire. Et en échange, vous allez écouter un sioum de Gemara, d'une Masechet, faire un sioum. Et après le sioum, on mange quelques gâteaux et on fait une danse de sioum. Ouais, comme ça. Et donc, ceux qui sont Bechorot, qui sont des aînés, les garçons en général, que les garçons, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers-nés, vous irez écouter un sioum, vous faites un sioum jeudi et non pas vendredi et non pas Shabbat. Ouais. Donc, je ne rentre pas bien dans tous les détails. Si vous avez des questions précises, vous ouvrez votre micro au milieu. C'est pas comme d'habitude où on attendra la fin du cours. Sur chaque sujet, vous avez qu'à ouvrir votre micro et poser une question si vous avez une question sur quelque chose dont on a parlé. Alors ensuite, on va passer à la Bdikat Hametz. C'est-à-dire la Bdikat Hametz et le bio. Alors pour que ce soit plus simple, je vais parler de tous les sujets de Bdika et de bio en une seule fois, bien que ça va être en 2 journées en gros, mais pour que les choses y soient comprises. Alors, je vais faire une petite remarque préliminaire qui est importante. De nouveau, c'est pour que vous compreniez bien la logique des choses, de ce que vous devez faire aussi. C'est que quand on a des cas d'exception, l'exception, d'une certaine manière, confirme la règle, c'est-à-dire qu'elle nous permet de mieux comprendre les concepts fondamentaux de chaque chose. Et parce que c'est un peu différent, on va demander Manishtana, et du coup, on va mieux comprendre même
pourquoi est-ce que les autres années où on ne s'en rendait pas compte, on fait les choses dans la manière dont on le fait. Alors, au niveau de l'Abdikat Hametz, normalement, on devrait faire le 13 au soir, ce qui est tout à fait logique parce qu'il y a un calendrier précis des choses. C'est-à-dire, pourquoi on le fait à ce moment-là? Parce que souvenez-vous que le 13 au soir, c'est le 14 Nissan, et le 14 Nissan est un jour important dans la Torah, puisque dans la Torah, on offre le Korban Pessah le 14 Nissan de manière précise l'après-midi, vous vous souvenez. C'est-à-dire que on ne peut pas l'offrir le matin, c'est le seul Korban de toute l'année. Maintenant, on rentre avec Ra, donc on rentre dans les Korbanot. C'est le seul Korban qui a un temps limité, tellement limité. Un temps pour l'offrir uniquement le 14 l'après-midi, pour le consommer uniquement la nuit du 15, c'est-à-dire la nuit qui passe du 14 au 15. Tout est avec des temps qui sont un petit peu différents de toutes les autres Korbanot de l'année. Et donc, le 14, c'est pas la veille de Pessah, c'est le jour du Korban Pessah. Vous me suivez? C'est-à-dire, quand le Beth Mikdash existe, le 14, on pourrait dire, est aussi important que le 15 dans un certain sens, puisque c'est le temps où on offre le Korban Pessah. Souvenez-vous que l'année de la sortie d'Égypte, les Juifs ont fait le Korban et ont mis le sang sur le linteau, et linteau est sur le fronton de leur maison, le 14 Nissan, dans l'après-midi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, après la tombée de la nuit, ils ne sont pas allés prima rive et ensuite ils ont offert le Korban pour le consommer. On l'a mangé, consommé le 15 au soir, mais on l'a offert le 14 et on ne pouvait plus l'offrir après. Quelqu'un qui ne l'aurait pas fait, eh ben, c'était fichu. C'est-à-dire il fallait le faire le 14 dans l'après-midi au moment. Donc c'est un moment historique extrêmement important. C'est le moment où le peuple juif a exprimé son adhésion à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire parce que le 15, c'est Dieu qui a exprimé son adhésion à la sortie d'Égypte. Il a fait le Passover. C'est-à-dire il est passé au-dessus. Mais nous, pour dire achète un billet de loterie pour pouvoir recevoir, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que Hachem dit je veux bien te donner que tu gagnes à la loterie, mais achète un billet de loterie, ça ne te coûte pas grand-chose, vas-y. Alors donc c'est la même chose, c'est-à-dire que le billet de loterie pour sortir d'Égypte, c'était d'amener le Korban Pessah et d'avoir le courage de sacrifier le Korban devant les Égyptiens et de mettre le sang sur la porte pour montrer Kan Garim Bekef Yehudim, ici il y a des Juifs qui habitent et on va sortir d'Égypte. Donc le 14 c'est le jour de l'expression de l'adhésion et vous vous souvenez que tout le monde n'a pas adhéré. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas adhéré, qui du coup sont pas sortis d'Égypte et c'est ceux qui n'ont pas fait le Korban Pessah. Alors donc, le 14 est un jour en lui-même, et c'est la raison pour laquelle, normalement, l'Abdikat Hametz, on l'a fait le 13 au soir, c'est-à-dire une fois après la sortie des étoiles, c'est-à-dire on le fait le 14, Erev 14, le soir du 14. Et on va brûler le Hametz on aura cherché chaque année le 14 au soir, on va le brûler le 14 au matin, c'est-à-dire que ça va suivre. Et la preuve que c'est une seule action, c'est que quel bracha on fait avant de commencer l'Abdikat Hametz? Quel bracha on fait? Oui, on fait Asherishan Mizanav et Tivanu Al-Biyu Hametz. Al-Biyu Hametz. Pas Abdikat Hametz. Or, vous savez qu'il y a un grand principe qui s'appelle Eser Hadat, c'est-à-dire que si je fais Al-Nitilat Yadayim, et puis qu'ensuite, avant de manger du pain, je vais me coucher, je me lève le matin, je fais la tfila, etc., et je veux faire motzi, il faut retourner faire Netilah, parce qu'il y a eu Eser Hadat. Or là, entre le moment où on commence l'abdika et le moment où on va brûler le Hametz le lendemain à la 10e heure, c'est-à-dire il y a en gros, il y a 14 heures qui vont passer, plus toute la nuit, plus tout ça. Alors comment ça se fait que ça s'appelle pas Eser Hadat? C'est parce que l'abdika n'a de sens que pour, en fin de compte, c'est pas une valeur en soi-même, c'est pour pouvoir, en fin de compte, le brûler. C'est pour ça qu'on dit au début Al-Biyu Hametz, parce que tout ça, ça va faire partir, et comme je l'ai dit, c'est ça qui est le 14 Nissan pour nous. On n'a pas de Korban Pessah, mais on a l'Abdikat Hametz et le Biyu Hametz. Alors cette année, comme on peut absolument pas faire Abdikat Hametz le 14, puisque on peut pas prendre une bougie le vendredi soir après le repas ou avant le repas et faire Abdikat Hametz, c'est-à-dire, et on peut pas faire le Biyu Hametz, on va voir qu'on peut, mais le Shabbat matin, en gros, dans le principe général. Donc tout va être avancé d'une journée. On va faire Abdikat Hametz jeudi en 8, c'est-à-dire jeudi prochain, et on va faire la bracha.
on le fait avec bracha, bien qu'il est déplacé de 24 heures en avance. On va le faire la veille du 13, c'est-à-dire le 12 au soir, la veille du 13 Nissan, et on va faire l'abdika comme il faut, et comme on a l'habitude de le faire, donc 24 heures avant le temps habituel. Ça, c'est déjà la première anomalie qu'on a le jour de Pessah, le fait de faire l'abdika un jour avant avec bracha. Si une autre année vous faites bdika plus tôt, une journée avant ou 2 journées avant, parce que vous devez, par exemple, partir de chez vous, vous allez à l'hôtel, vous allez chez vos enfants ou chez vos parents, ça dépend de l'âge qu'on a, c'est-à-dire que vous partez la veille, on doit faire l'abdika chez soi le jour d'avant ou 2 ou 3 jours avant, c'est-à-dire la dernière soirée qui précède votre départ, mais dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha. Cette année, comme tout le monde le fait avant, on est obligé, on doit le faire comme ça, donc on le fait avec bracha, il ne faut pas se poser de questions, bien que c'est 24 heures avant, on fait avec bracha. Au niveau de l'abdika, c'est la même chose que d'habitude. Après l'abdika, on fait le bitul chametz, c'est-à-dire qu'on dit kol hamira vechamiya dika birshuti, ouais, de lo hazité ou de lo be'arte, c'est-à-dire que j'ai pas vu et que j'ai pas brûlé, que j'ai pas fait disparaître, alors qu'il soit comme le hafara de hara. Bien que on va avoir à partir de maintenant encore beaucoup de temps jusqu'au moment où on va terminer, puisqu'on va manger du chametz jusqu'à Shabbat, mais malgré tout, on dit déjà kol chamira vechamia. J'en profite pour vous dire, c'est ni une poésie, ni une bénédiction, ni une bracha, c'est une déclaration officielle que pour nous, le chametz, c'est comme de la poussière de la terre. Alors aujourd'hui, cette année, il ne faut pas dire hametz, il faut prononcer comme les bons juifs séfaradim, il faut dire hamas, que le hamas soit comme la poussière de la terre. Bon, c'était une blague, mais c'est pas une blague, il faut être mitkaven, c'est-à-dire que de même que notre hametz, pour nous, il est comme la poussière de la terre, de même, Bezrat Hashem, c'est-à-dire, alors on le fera le soir normalement. Maintenant, on arrive au Erev Shabbat, vendredi matin, c'est-à-dire, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, normalement, il faut savoir, comme on peut manger du chametz jusqu'à Shabbat, jusqu'à 10 heures exactement, cette année, ça tombe Bediouk, attendez, je regarde, ouais, le temps, on peut manger jusqu'à 10 heures. Pourquoi? Parce que je parle en Israël. En France, vous regarderez vos horaires, c'est-à-dire, Jérusalem, c'est 10h01, Tel Aviv, c'est 10h02, Haïfa, c'est 10h03, quelque chose comme ça. Donc, le plus simple, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, ça tombe pile, parce que d'ailleurs, c'est aussi 10 heures au niveau de la halakha, c'est Sha'arvit, sauf Sha'arvit, la fin de la 4e heure, donc c'est très bien tombé. On peut manger jusqu'à Shabbat, jusqu'à 10 heures, on peut manger du chametz. Donc, on fait excuse-moi de t'interrompre. Alors, je vais expliquer. Okay. Shira, pour l'instant, je suis pas dans les repas, c'est le plus important parce que c'est le côté pratique le plus difficile à faire. C'est comment tu vas organiser les repas de Pessah, c'est-à-dire, et donc je vais en parler le plus possible et le plus clairement possible. Mais comme on a maintenant, on est vendredi matin et c'est pas vendredi à 10 heures qu'il faut brûler le chametz, c'est Shabbat à 10 heures, 24 heures après, qu'il faut brûler le chametz. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va quand même brûler tout le chametz qu'on va plus manger. C'est-à-dire que on va manger encore vendredi midi, peut-être le goûter vendredi après-midi, le repas du Erev Shabbat et le repas du Shabbat matin qui vont attendre un petit peu de patience pour ceux qui vont pas manger. Mais dans le principe, on peut manger chametz jusqu'à Shabbat, jusqu'à 10 heures du matin. C'est-à-dire heure israélienne. Donc, mais seulement d'un autre côté, on ne peut pas garder tout le chametz qu'on veut brûler jusqu'à Shabbat 10 heures. D'abord parce qu'on ne peut pas brûler Shabbat, et ensuite parce qu'on ne va pas se traîner pendant Shabbat avec du chametz, on ne sait pas quoi en faire. Donc on va le brûler le vendredi. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne va pas utiliser pour les repas suivants, le repas de vendredi midi, le goûter de vendredi après-midi pour ceux qui ont l'habitude, le repas de Erev Shabbat et le repas de Shabbat matin, tout ce qu'on va mettre pour ça, on le met dans un coin, n'oubliez pas qu'il faut le mettre dans un endroit gardé, parce que si jamais vient, selon la littérature de la Gemara, une belette qui prend du chametz et qui il le met dans la maison, et on ne sait pas où il l'a mis, il faut recommencer tout l'abdika. Aujourd'hui, vous voyez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus réel, c'est qu'il y a un petit gosse de 3 ans, 4 ans, qui prend le chametz, qui commence à se promener dans toute la maison, et à ce moment-là, il faut refaire abdikat chametz. Donc si vous n'avez pas envie, vous voulez abdiquer et non pas abdika, donc à ce moment-là,
la halacha, c'est que le chametz, une fois qu'on a brûlé le chametz, qu'on a fait disparaître, ce qu'on va garder, il faut le mettre dans un endroit, bien entendu pas dans la cuisine, mais disons dans un carton qui est bien fermé, qui n'est pas hors d'accès de gens qui risqueraient de se servir et de le disperser un petit peu partout. Et on va brûler l'essentiel. Alors là, il y a une question intéressante. En fait, on peut le faire aussi un quart d'heure avant Shabbat. On peut le faire puisqu'on a toujours le droit de manger. Donc dans le principe, on peut. Mais les Chachamim ont dit que pour ne pas créer des bilboulim chez les gens, c'est-à-dire des confusions avec les autres années, on dirait, mais pourquoi l'année dernière on a brûlé le Chametz à 5 heures l'après-midi? Ouais, et qui dirait, alors cette année aussi en fait, Pessah rentre à 7 heures, pourquoi je ne le brûlerai pas à 5 heures? Donc on recommande, ilchatiquement, c'est pas moi personnellement, c'est une décision halachique de recommandation de brûler le Chametz à 10 heures du matin vendredi. Quelle est la différence? C'est que si pour une raison, par exemple, des gens qui pourraient pas parce qu'ils travaillent et qu'ils savent qu'ils pourront pas le brûler à 10 heures, contrairement aux autres années, vous pouvez le brûler à 1 heure, 2 heures, 3 heures l'après-midi, le vendredi. Mais tout le monde, c'est-à-dire tous les rabbanim, vont dire qu'il faut le brûler à 10 heures, ils auront raison pour ne pas changer par rapport aux habitudes de toutes les années. Donc on va brûler Chametz à 10 heures vendredi, mais, chose bien importante, on va pas dire Kol Chamira Vechamia. Oui, c'est-à-dire on va pas le dire. On leur a dit le jeudi soir, parce que celui du jeudi soir, c'est celui qui est indexé à la vérification, à l'abdika, mais celui qui est indexé au fait de brûler, on va le dire Shabbat. Shabbat à 10 heures du matin et non pas vendredi. C'est-à-dire que contrairement à toutes les années, on va brûler le Chametz à 10 heures a priori et vendredi a posteriori, n'importe quel moment, mais comme je l'ai dit, faites-le comme tout le monde, comme d'habitude, mais on ne dit pas Kol Chamira Vechamia pour toutes les raisons du monde, parce que tout simplement, on va encore manger du Chametz et vous avez, je dirais en rigolant, que si vous avez dit que le Chametz c'est comme la poussière de la terre, vous pouvez plus faire motzi le vendredi soir et Shabbat matin sur les deux halot, parce que vous êtes obligé de dire à motzi afar minaret. Ouais, celui qui sort la poussière de la terre, le dire à motzi lachem minaret, c'est-à-dire on peut plus. Donc on n'a pas le droit de le dire en fait, parce que c'est sérieux. De dire que c'est comme la poussière, c'est que c'est plus du truc, donc il faut pas le dire, souvenez-vous, c'est ça qui est différent d'habitude. Maintenant, donc, je vais passer dans 2 minutes au repas. Comme on va manger du Chametz pendant le Shabbat, le vendredi soir, pour ceux qui vont le manger, le vendredi soir et Shabbat matin, alors à 10 heures du matin, on va faire biur Chametz de ce qui reste de Chametz. Surtout pas les 10 petits morceaux que vous avez fait de l'abdika, ça vous les brûlez déjà le vendredi. Qu'est-ce qu'on va garder pour faire biur Chametz? On va garder pour faire biur Chametz qui va nous rester. C'est-à-dire ce qu'on n'aura pas mangé ni Erev Shabbat, ni Shabbat matin. Vous avez prévu 2 pitotes, ou 4 pitotes, ça dépend combien vous êtes. C'est-à-dire, et puis à la fin, vous êtes dépité, parce qu'il vous reste un petit peu de pita. Ouais, c'est-à-dire, et donc, vous vous demandez est-ce qu'il faut lui couper la tête? C'est-à-dire qu'il faut la décapiter. Donc, et donc, et qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui nous reste de Chametz le Shabbat matin? C'est-à-dire, à 10 heures du matin, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, je vous donne un enseignement très important qui montre, comme je vous ai dit, le fait que l'exception nous enrichit dans la connaissance. Là, je parle de connaissance halachique simple. C'est qu'il y a une discussion dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Chachamim, de quelle manière il faut éliminer le Chametz. Alors Rabbi Yehuda Omer en biur Chametz et la srefa, c'est la seule manière d'éliminer le Chametz, c'est de le brûler. Mais dans la Torah, c'est pas marqué. Dans la Torah, il y a marqué Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. On verra plus de détails en approfondissement la semaine prochaine. Mais il y a marqué que le premier jour, qui est le 14, vous voyez, dans le langage de la Torah, tashbitu seor mi batechem. L'ashbit, c'est la même racine que le mot Shabbat, ça veut dire le fait qu'il n'y en ait plus. Ouais, l'ishbot, c'est arrêter quelque chose. Donc en fait, si on traduisait, il y a marqué le 14, il faut que vous arrêtiez avec le Chametz. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué qu'il faut le brûler, marqué qu'il faut qu'il n'y en ait plus. Arrêtez. C'est-à-dire ashbata. Et donc, les Chachamim et la halacha a été fixée comme les Chachamim. Ils disent, tu peux ou bien le brûler, ou bien le farer vezorer la rouach, c'est-à-dire l'émietter et le jeter au vent. Vous connaissez je sème à tout vent. C'est-à-dire, donc, le jeter au vent pour qu'il se disperse comme ça. C'est une manière de faire
la Ashbata, donc ce qu'on appelle le biur chametz. D'ailleurs, le mot en hébreu biur ne veut pas dire brûler. Ouais, il veut dire faire disparaître. Par exemple, il y a le biur shmita, le biur shvit, qui est le fait de le sortir dehors, ou bien à propos des maasrot, biarti akodesh minabayit, vegam netativ la levi, biur maasrot, et c'est pas le fait de le brûler. Le mot levaer en hébreu ne veut pas dire brûler, il veut dire faire disparaître. Donc, on peut l'effriter et le jeter au vent. Il paraît que c'est le minag des Belges de l'effriter. Et puis, on peut aussi être mefarer, on peut aussi le jeter l'ayam, c'est-à-dire le jeter dans un fleuve, dans un lac, dans un étang, dans un endroit où il va d'abord être décomposé et puis il va être mangé par les poissons assez rapidement. C'est-à-dire donc, en fin de compte, c'est une autre manière de faire biur chametz. Alors, la coutume et non pas la loi est qu'on a l'habitude toutes les années de brûler. Pourquoi? Parce que on voudrait que le mal qui représente le chametz aille de mal en pire. Alors c'est pour ça qu'on est un peu pyromane, c'est-à-dire qu'il y a un impact dans notre nefesh de voir qu'il est brûlé. C'est-à-dire vraiment on veut le faire disparaître de la manière, on pourrait dire qui influence le plus sur nous. Donc on a la coutume de le brûler. Mais même pendant toutes les années, quelqu'un par exemple qui habiterait imaginez-vous quelqu'un sur un bateau qui fait une croisière et rêve Pessah, il peut pas brûler, et par contre il peut très facilement jeter son chametz, du chametz à la mer, c'est-à-dire et faire biur chametz, et il va faire biur chametz, et quand il aura fait la bracha le biur chametz la veille au soir, il aura tout à fait réalisé la mitzvah de biur chametz. Donc cette année, on est tous à la mer, c'est-à-dire qu'on est tous dans cette situation parce que le vrai biur chametz, c'est pas ce que je vais brûler le vendredi, le vrai c'est ce que je vais faire ce jour-là. Et ça on le verra la semaine prochaine, que le moment, save the date où il faut faire biur chametz, c'est Shabbat. Donc les gens qui ont la possibilité de le faire, c'est très bien, c'est de faire biur chametz Shabbat. Alors comment on le fait? Vous pouvez faire par le fait de l'effriter et de le jeter au vent, surtout en Israël où il y a un hérouf, c'est-à-dire que vous pouvez le faire comme ça. Il y a un petit problème, une discussion interne, je ne veux pas trop en parler, et savoir est-ce qu'on a le droit d'être meforer Shabbat, c'est-à-dire de mettre en miettes Shabbat. La vérité, c'est que du pain on peut, ce qu'on n'a pas le droit, c'est des choses qui n'ont jamais été. C'est-à-dire que comme c'était de la farine qui est devenue du pain et qu'on remet, on effrite de nouveau, c'est pas interdit. Mais si vous aviez des choses, par exemple, qui ne, c'est pas, par exemple, casser des grains de blé, c'est tout à fait théorique, Shabbat pour pouvoir les jeter au vent, ça, ce serait interdit minato. Le fait sur du pain, je crois pas qu'on peut, de toute façon, trop être, je crois pas qu'on doit être mahmir, mais en tout cas, la meilleure solution, c'est de le couper en morceaux, mais il n'y a pas de problème de trina, c'est-à-dire parce qu'on coupe des morceaux assez grands, ou bien il reste déjà plus tellement, et de le mettre aux toilettes, et de dire Odou Lachem Kitov, ki le olam chasdo, c'est-à-dire de tirer la chasse, c'est-à-dire, pourquoi? Il faut, ne le dites pas, chas de shalom, c'est dans les toilettes, mais parce que c'est pas un manque de kavod. Si c'était un manque de kavod, on n'avait pas le droit non plus de brûler de la trouma et Erev Pessah. C'est ça la discussion qui est marquée dans la Gemara. Trouma qui normalement devrait être mangée par les Kohanim, et on n'a pas le droit de brûler de la trouma qui est pure. Et Erev Pessah, on a le droit. De même, la même chose, c'est pas un manque de kavod de le jeter aux toilettes, et le fait de le jeter aux toilettes et de tirer la chasse, c'est l'envoyer dans la mer, miprinatenu. C'est-à-dire que ça va partir, et c'est comme ça qu'on va faire biur chametz pendant Shabbat. C'est-à-dire c'est la meilleure solution. Dans le temps, c'est pas marqué dans la halakha chez le Rambam, parce qu'à l'époque du Rambam, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. C'est quelque chose qui est relativement moderne. C'est 2 générations qu'il y a des toilettes dans les maisons. Donc avant, on ne pouvait pas faire les choses de la même manière. Et donc, aujourd'hui, c'est la solution qui est proposée pratiquement pour n'importe qui, que vous devez adopter parce que c'est la plus simple et la plus normale. Vous, au moment, à partir de 10 heures, vous allez, tout ce qui vous reste comme chametz, il n'y aura pas grand-chose, parce que c'est le reste du petit déjeuner, c'est de la souda shnia, vous le jetez, vous sortez de toilette bien entendu, pour faire, et à ce moment-là on dit kol chamira vechamiya de kabirchuti. Il n'y a pas d'interdiction de dire que c'est comme la poussière de la terre Shabbat, parce qu'on a le droit de dire un mot comme ça, cette phrase pendant Shabbat, il n'y a rien au niveau de l'action,
qui va à l'encontre de Shmirat Shabbat, le fait de garder le Shabbat. Donc, cette année, entre 10h et 11h19, à 11h20 en gros, à 11h19, regardez précisément, je crois que 11h19 c'est l'heure la plus tôt de toutes les villes d'Israël, c'est-à-dire vous avez 1 heure et encore environ 20 minutes pour pouvoir faire le biou chametz de cette manière-là, et ensuite aussi de dire le bitul chametz qui est kol chamira v'chamia. Une précision qui est valable toutes les années. Si vous avez dépassé les 11h20, le bitul chametz n'a plus d'impact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire bitul chametz après l'interdiction, et définitivement ni pendant Pessah ni après Pessah. Or, ne pas faire bitul chametz, c'est vraiment dommage. D'un autre côté, c'est pour ça qu'on le fait au même moment qu'on fait l'abdika le soir, parce que c'est une assurance. On dit que tout ce qu'on n'a pas trouvé, on l'a annulé. Tout ce qu'on a encore, qu'on veut encore manger, on l'a pas encore annulé. Mais comme de toute façon, normalement, vous n'aurez plus rien, parce que ce que vous vouliez garder depuis le jeudi soir, vous l'aurez mangé. Donc vous avez de toute façon fait un bitul chametz la veille au soir. Quelqu'un qui oublierait le Shabbat, parce que c'est Shabbat qu'il est pressé ou qu'il ne savait pas, mais qu'il aurait fait le jeudi soir, il n'a pas besoin de s'inquiéter, il a fait le bitul chametz. C'est pour ça qu'il faut il faut pas oublier le jeudi soir. C'est votre assurance. Mais le moment le plus important du bitul chametz, a priori, c'est celui du Shabbat matin, c'est-à-dire du jour même quand on le fait. Il est plus important. Si on l'a oublié qu'on a fait la veille, ou l'avant-veille cette fois-ci, c'est OK. Alors, du coup, j'ai en gros fini avec toutes les halachot, vous avez compris, de biou chametz et de bitul chametz. Vous voyez que c'est complètement différent de toutes les autres années, et ça nous permet de comprendre le processus. Si vous avez une question, OK, sinon je passe au repas. Question rapide. Si on a tout mangé, on s'est organisé. Je t'écoute, mais je vais allumer la lumière. Ben, vas-y. Si on s'est bien organisé, il nous reste 2 pitotes pour le petit déjeuner, pour faire moti, le Shabbat matin. Ouais. Et voilà, j'ai mangé mes 2 pitotes, j'ai plus de chametz. C'est bien, c'est pas bien, oui, c'est très bien. C'est une bonne question. Pas besoin, les commentateurs disent qu'il n'y a pas de bracha. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est pas une bracha levatala. Si tu fais bdikat chametz, c'est que tu trouves plus rien. Et que tu finis de manger toutes les années tout le chametz et qu'il te reste plus rien. D'abord, les miettes, c'est pas du chametz au niveau de l'interdiction d'en posséder. C'est-à-dire, les miettes sont problématiques s'ils tombent dans les aliments. Parce que vous savez qu'au niveau de la cacheroute de manger kasher le Pessah, il n'y a pas de din de batel beshishim. Filou belef lo batel, c'est jamais annulé. Donc, les miettes sont problématiques. Par exemple, si vous avez au-dessus du shaïch, du plan de travail, vous avez une armoire dans laquelle vous avez vendu votre chametz, vous avez mis les chametz que vous avez vendus, et puis il y a des miettes, et puis par hasard, quelqu'un ouvre, il y a des miettes qui tombent dans la soupe du vendredi de Erev Pessah. Je vous donne un cas un petit peu spécial. Là, c'est un vrai problème. Donc, il faut penser que les miettes qui sont par terre ou qui sont aussi les restes des miettes, ça, bien entendu, on va balayer. Shabbat aussi, on va balayer pour qu'il n'y en ait plus. Mais il n'y a pas d'interdiction de possession du chametz sur les miettes. C'est marqué dans la Gemara que la preuve, c'est logique, c'est que tu les considères comme la poussière de la terre. Et des miettes qui sont par terre, c'est déjà de la poussière de la terre pour chacun. C'est-à-dire personne ne se baisse pour les manger. Donc, s'il reste rien, les miettes, on ne peut pas faire biou chametz, la mitzvah, en les jetant. Il faut que ce soit des choses qui soient consommables. S'il reste rien, il n'y a pas de bracha levatala, c'est ce qu'a demandé Yohan. On n'est pas obligé de laisser un petit morceau de pita pour pouvoir faire ce que je vous ai dit. Vous pouvez tout à fait réussir à tout manger jusqu'à Shabbat. Alors maintenant, on va parler du problème du Shabbat. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce qu'on appelle qu'on est entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce que tu peux pas manger de matzah la veille de Pessah. C'est-à-dire c'est impossible. Il y a marqué Kol ha'ochel matzah berev Pessah kilou ba ala rusato bevet rami. Je vous traduis parce que la semaine prochaine, on parlera de ça au niveau de la pensée. La Gemara, elle dit que tout celui qui mange la matzah la veille de Pessah, c'est comme celui qui irait avec sa fiancée quand elle est encore dans la maison de son père. C'est-à-dire au lieu d'attendre le soir des noces, c'est-à-dire, il casse les noces, comme on appelle ça à propos du Korban Pessah. Oui, on n'a pas le droit de casser. Et les os,
du Corban. Mais bref, il fait quelque chose, pas le moment. Et vous comprenez bien, c'est comme si quelqu'un avait décidé de sortir d'Égypte tout seul avant. Il y a eu le cas des Shevet Menaché, ils se sont fait massacrer, etc. C'est-à-dire, quand c'est le temps, avant le temps, c'est pas le temps. Donc, il y a une interdiction assez stricte de ne pas manger de matzah le jour. Le jour, il y a des coutumes depuis Purim, depuis Rosh Chodesh, mais l'interdiction qui est marquée dans la Gemara, c'est le jour d'avant. Donc, je peux pas prendre 2 matzot et faire motzi le vendredi soir et le Shabbat matin sur la matzah. Alors, il faut que je mange du pain. Mais d'un autre côté, du pain, c'est hyper embêtant parce que ça fait des miettes. Et puis, du coup, Shabbat, et on va manger du pain. Et comment on fait? La cuisine est déjà cachée le Pessah et toute la maison est cachée le Pessah. C'est ça, c'est l'angoisse des maîtresses de maison ou aussi des maîtres de maison quand ils sont angoissés. Comment est-ce qu'on va faire ce Shabbat? Et ça, c'est vraiment le problème le plus un petit peu compliqué. Alors, tout d'abord, je vais parler de la solution sans Hametz. Sans Hametz du tout. C'est la solution qui va être utilisée dans toutes les institutions, c'est-à-dire dans les hôpitaux, à l'armée, dans tous les endroits où on doit donner à manger à des centaines de personnes obligatoirement, et on peut absolument pas se fier aux gens et laisser du Hametz pendant le Shabbat. Parce que si tu laisses du Hametz, les gens ils vont prendre les lachmaniot, ils vont les amener dans la cuisine, après ils vont se promener et puis ça va tomber dans la casserole, etc. Vous comprenez? Ni dans un hôpital, ni dans l'armée, ces choses-là sont possibles. Donc, il y a des solutions traditionnelles et des solutions qui ont été innovées, Baruch Hashem, depuis qu'on a l'État d'Israël. Comment faire pour gérer tout ça? La solution traditionnelle, c'est de faire motzi sur de la matzah ashira. C'est quoi la matzah ashira? C'est la matzah où au lieu de mettre de l'eau, on fait des matzot, mais qui sont faits avec du vin, du jus de raisin, du jus d'orange, c'est-à-dire des jus purs où il n'y a aucun mélange d'eau. Vous ne pouvez les faire tout seul que si vous savez comment faire de la matzah ashira. C'est-à-dire, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'eau dedans, et vous pouvez acheter dans le commerce si vous êtes sûr que cette matzah ashira, c'est une matzah qui est vraiment faite au niveau de la halacha comme il faut. Mais ça, c'est la solution traditionnelle pour les gens qui veulent tout brûler le vendredi, qui veulent tout éliminer, et à partir du moment où ils l'ont brûlé, il n'y a plus de chametz dans la maison, tout est déjà caché le Pessah, et donc vendredi soir, on fait le kiddush, on va faire motzi sur 2 matzot ashirot, c'est pas les gâteaux papuchado, c'est des matzot ashirot, et Shabbat matin aussi, sur la matzah ashira, et du coup, pour les Sfaradim, Seuda Shlishit aussi, je vais parler de Seuda Shlishit tout à l'heure, parce que c'est aussi encore plus compliqué, mais c'est-à-dire sur des matzot ashira. Actuellement, comme ça, c'est aussi un petit peu compliqué, le Rav Ovadia Yosef, dans cette chouvot a parlé, il n'y a pas que lui, pour toutes ces institutions, il a proposé de prendre les matzot et de les cuire, enfin, pas vraiment cuire, de les tremper dans la soupe, ouais, trempe ton pain dans la soupe, c'est-à-dire, et de les sortir, et à ce moment-là, on peut faire motzi dessus, mais on n'est pas yotse de la mitzvah pendant Pessah, le soir du Seder, donc, et puis ça a un petit peu changé de goût, de consistance, de pas les laisser longtemps, tu les trempes dans de la soupe, pas dans de l'eau chaude, dans de la soupe, tu les sors, et puis tu les gardes pour faire motzi dessus le vendredi soir et Shabbat matin, matzah mevouchelet, ou de la matzah, ça c'est aussi un chidouj Rav Ovadia qui est encore plus cool, c'est de la matzah metugenet, c'est-à-dire que vous la mettez dans une poêle avec de l'huile le vendredi, vous la mettez un petit peu des deux côtés, vous faites un petit schnitzel que de la matzah dans de l'huile, et matzah metugenet, et ça aussi on peut faire motzi dessus, et ça permet de pas s'embêter de manger que kasher le Pessah, mais d'un autre côté de pouvoir faire motzi parce que on peut pas, c'est pas une matzah qui est valable pour la mitzvah de RF Pessah, c'est-à-dire de la soirée du Seder. Voilà, ça c'est les 3 solutions dans l'ordre de préférence. Matzah ashira, ensuite matzah mevouchelet, c'est-à-dire trempée dans la soupe, et 3e matzah qui est revenu dans de l'huile, c'est le plus simple, parce que vous prenez vos matzahs habituels, ne prenez pas de la matzah shmura, prenez la matzah la moins shmura possible, c'est aussi une bonne solution au niveau de la halacha, pour que ce soit différent du soir du Seder, si vous avez de la matzah simple, et vous la faites revenir dans l'huile un petit peu, ça c'est le plus simple, le moins bien au niveau halacha, mais le plus facile au niveau de vous, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui dans les hôpitaux ou à l'armée, etc. Oui, Shira. Oui, mais la matzah sucrée, c'est pas maisonnote.
La matzah Ashira. Ouais. Oui. Alors là, tu as raison. Ça, c'est le problème. C'est comme ça. C'est que la solution la plus stricte d'Afkar Avadia, il la donne, et qui est embêtante, c'est de devoir manger 240 grammes de matzah, un quart de kilo chacun. Ouais. Alors ça, le problème, c'est que la matzah, elle gonfle pas, mais c'est vous qui risquez de gonfler un petit peu. Donc, si vous devez le vendredi soir et le Shabbat matin, c'est pas une bonne solution. Il y a une solution que je pense que les Sfaradim, comme les Ashkenazim, peuvent accepter. Si vous m'écoutez moi, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est la solution qui est celle du Gaon de Vilna et qui a été reprise par Rav Moshe Feinstein. Non, c'est pas parce que Rav Moshe Feinstein, il est Ashkenaz, que ce qu'il dit, c'est pas valable pour les Sfarad, il est Mekel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, pourquoi on dit 240 grammes? Parce que ça s'appelle Kviat Souda. C'est-à-dire, j'ai fixé ça comme repas. C'est-à-dire, seulement, il y a une opinion, c'est le Gaon de Vilna et d'autres qui disent que Shabbat Kovat le Souda. C'est-à-dire, le fait que je décide pendant Shabbat, pas en semaine, que c'est mon repas, alors ça devient un repas selon les quantités habituelles de kazaït et de kabetza. Il suffit de manger une quantité de matzah ashira comme on a l'habitude de manger de la matzah normale ou du pain normal pendant tous les repas de Shabbat et de fête et tout, et on peut faire motzi et birkat Amazon dessus, parce que le fait d'avoir fixé le repas de Shabbat dessus fait que c'est devenu non pas des mezonot, mais c'est devenu un motzi. Alors, pour les Ashkenazim, Bécheket, vous pouvez être mistamer sur Rav Moshe Feinstein. Pour les Sfaradim, si vous voulez prendre cette opinion, c'est comme Birkat Amazon, c'est Birkat Amazon, donc c'est une bracha importante et tout, plus que bracha men shalosh. La vérité, vous pouvez, parce que vous pouvez être mistamer halay, mais comme il y a d'autres solutions, vous devez décider, c'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire, de manger 240 grammes, c'est à mon avis, il n'y a aucune chance pour la plupart des gens que vous le fassiez, donc il vaut mieux chercher ou de la matzah metouganet, ou de la matzah mevouchelet, ou sur du pain. La meilleure solution, c'est sur du pain au niveau halachique. Au niveau pratique, je vais tout de suite en parler, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je vais un peu dédramatiser la situation. Je vais donner des solutions pratiques avec du pain, et si vous acceptez, ou si vous avez de toute façon l'habitude des fois d'avant, ce sera plus facile, vous vous souvenez de ça. D'accord? C'est la meilleure solution, c'est de faire sur du hametz. Au niveau pas pratique, mais au niveau du concept. Mais donc, si vous faites les choses, prenez le choix. Il y a aussi le Magen Avraham qui dit que les 240 grammes, on peut associer avec eux tout ce qu'on mange avec le pain. C'est-à-dire que si vous mangez du pain avec de la matbouha, avec du hummus, avec de la trina pour les Sfarad. Non, les Ashkenazim aussi, il n'y a pas d'issur de kitniot pour la veille de Pessah. Souvenez-vous, jusqu'à l'heure jusqu'à l'après-midi, en gros, on peut manger kitniot pour les Ashkenazim sans problème. C'est-à-dire, après, la vérité, j'ai vu que la plupart, ils sont mahmir, les Ashkenazim, mais je trouve qu'on peut être mekel aujourd'hui, moi personnellement, le Erev Pesach, même après l'heure où on brûle le Hametz, de pouvoir manger des kitniot de notre temps, ça, vous déciderez, vous demanderez à votre Rav si vous voulez pas m'écouter là-dessus, mais en tout cas, pour les Ashkenazim, le repas du soir et du matin, sans problème, on peut manger toutes les kitniot sans aucun problème. Qui vient, vous savez, c'est du riz, du hummus, de la trina, etc., toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un qui a dit que ça rendait les kelim plus que cher le Pessah. Oui, C'est vrai? alors celui qui l'a dit, il a qu'à le dire pour lui-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, Zébichlal Onafon, il ne faut pas être mahmir dans Kitniot, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on est tous des mariages mixtes. On a tous des Sfaradim, des Ashkenazim dans notre famille. On a des petits-enfants, nous, Ashkenazim, qui sont Sfaradim Teorim, et vice-versa. Et il faut Achdut Am Israël. Il ne faut pas être mahmir là-dessus. Ceux qui ne mangent pas de kitniot, il n'y a aucun problème de cuire des kitniot dans des kelim kasher le Pessah. Et une fois qu'ils ont été nettoyés, de les utiliser, il ne faut pas être mishtagé balacha pour ces choses-là, parce que ça devient aussi des différences faire des différences dans le peuple juif. L'ol achmir, de nouveau, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Si vous avez des rabbins qui sont plus mahmir ou plus mekel, vous faites ce que vous voulez. Mais comme je vous donne un cours de halacha, je vous donne aussi des achaot sur des choses où tout le monde est pas forcément d'accord avec ce que je dis. Donc même un Sfaradi, quoi? Oui, ça je vais en parler tout de suite. Même un Sfaradi, il peut dire s'il a mangé 240 grammes de matzah ashira avec tout ce qu'il a mangé avec, la viande, les légumes,
surtout les salades qu'il a mangées avec, alors c'est mitzvah pour les 200 grammes. De nouveau, c'est des discussions, il y a tellement de discussions puisque c'est exceptionnel que c'est à vous de choisir, avec qui, quelle est l'opinion que vous allez retenir. Pour des Ashkenazim, comme je vous dis, il n'y a aucun problème de faire motzi, de manger kazaï de matzah shira, ou bien de la matzah comme c'est la matzah comme ça. Alors, je vois que le temps arrive vite. On va parler du cas le plus spécial, qui est celui de manger du hametz le vendredi soir et Shabbat. Comme je vois que j'ai pas le temps de tout dire, alors je terminerai la semaine prochaine avec quelques petites halachot qui sont moins importantes et moins difficiles à prévoir, et j'en profiterai aussi pour m'étendre sur tout ce qui est beaucoup plus relié avec le monde de la marche Shabbat. Alors donc, pratiquement, comment est-ce qu'on fait? Il suffit de manger un kazaït ou une kabetza, c'est-à-dire entre la taille d'une boîte d'allumettes, les petites boîtes d'allumettes, volumique de pain, ou le double. C'est-à-dire kabetza, c'est le double, pour chacun. Alors tout d'abord, on dit, ne prenez pas des chalotes, parce que les chalotes, ça s'effrite trop. Des lachmaniot, prenez des pitotes. C'est-à-dire, les pitotes, ça s'effrite moins. Mais c'est quelqu'un qui tient à manger des chalotes et qui sait qu'il va, il peut aussi, s'il veut que des chalotes. Mais bon, il n'y a aucun problème une fois par an, tous les 10 ans, de faire motzi sur 2 pitotes. Vous prévoyez le nombre de pitotes qu'il faut pour que chacun, on pourrait dire, puisse manger le khumra, une demi-pita. Une demi-pita, c'est suffisant largement pour considérer que c'est avoir mangé kazaït, kabeitsa comme ça. Ceux qui vont être mahmir, qui prennent 3/4 de pita. C'est-à-dire, mais pour Shabbat du soir. Donc, si vous êtes 2 personnes, vous prenez 2 pitotes. Si vous êtes 3 personnes, 2 pitotes. 4 personnes, 3 ou 4 pitotes. Vous pouvez jusqu'à... En fait, chacun peut prévoir une pita pour lui, parce que si vous avez des salades, si vous voulez plus, vous prenez plus. Et autant la même quantité pour le repas du Shabbat matin. Maintenant, au niveau des horaires le matin, bien entendu, tout le monde en parle. La tfila, on a déjà annoncé, elle va être beaucoup plus tôt le matin pour que tout le monde soit à la maison vers 9h, 9h15, qu'il ait le temps de faire kiddush et de manger la première seouda et de terminer le chametz de la première seouda jusqu'à 10h du matin. Ce que je voudrais parler, c'est où le faire et comment le faire. Alors, la meilleure solution, et le Ben Ishraï le dit, c'est si vous avez un jardin et qu'il ne fait pas trop froid, de manger le repas du vendredi soir aux chandelles et le repas du Shabbat matin, de manger sur la table dans le jardin, d'ouvrir une table dans le jardin. C'est l'occasion de faire un pique-nique, c'est sympathique. Il faut faire attention à ne pas verser de l'eau sur l'herbe, c'est-à-dire si mangez dans l'herbe, il faut faire attention avec l'eau, de faire notre ilaté d'aim autre part, si possible de préférer, ça c'est l'ilchot Shabbat, un endroit, pas sur l'herbe mais sur des balatotes, sur quelque chose à cause de cette question de l'eau. Mais en tout cas, c'est le plus simple, parce qu'à un moment-là, la maison devient, il n'y a plus de chametz dans la maison, vous trouvez un endroit où vous mettez votre petit chametz à l'entrée, vous le sortez pour faire motzi, et puis c'est fini. Pour les gens qui n'ont pas un jardin où il fait trop froid, il fait trop sombre, et il faut que ce soit Oneg Shabbat, enfin, il n'est pas raison, il n'est pas question de manger dehors, d'avoir froid, d'être dans le noir, d'avoir des moustiques, d'avoir des chiens, tout ce que vous voulez, d'avoir peur des gens qui tournent autour. C'est-à-dire, c'est pas Oneg Shabbat. Donc, il ne faut pas prendre ça. Deuxième solution, c'est ceux qui ont une mirpesset, une terrasse. Vous le faites sur la terrasse, c'est chez vous à la maison. Zachi Pachoud, bien entendu. Vous pouvez avoir votre carton à l'entrée de la terrasse à l'intérieur de la maison. Vous sortez, vous mettez la table, vous mangez là-bas. Il ne faut pas manger comme des débiles, c'est Shabbat. Il ne faut pas mettre des chaises et pas mettre de table parce que c'est un truc. Il faut manger comme des Bnei Adam. On peut mettre un buffet et que chacun s'assoie, mais il faut que ce soit jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h. Le matin, jusqu'à 10h, il faut manger le chametz et finir de manger le chametz, heure israélienne. Donc, il ne faut pas oublier que la hantise du chametz ne doit pas être pogem, notre kavod Shabbat. Donc, il faut s'asseoir et manger mechubad, mettre une petite table, ou si tout le monde peut de nouveau s'asseoir autour de la table comme il faut, et Shabbat matin aussi. Mais si vous êtes comme dans mon cas, où j'ai ni mirpeset, ni jardin dehors pour manger, mais je ne crois pas que ma femme elle voudra, alors on peut aussi manger dans le salon. D'accord? C'est la troisième solution. Alors comment on fait? Grand principe, ce qu'on appelle le Chad Pe'ami. C'est qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a inventé le Chad Pe'ami, c'est-à-dire c'est les assiettes et les trucs qui sont jetables. Alors, le deuxième grand principe, surtout, souvenez-vous, la poubelle de Shabbat, elle est plus dans la cuisine. Parce que
Vous n'allez pas rentrer des miettes là-bas et ils vont tomber par terre, ils vont tomber dans le truc, ils vont truc. C'est-à-dire, vous pouvez faire une poubelle de Kasher le Pessah dans la cuisine, c'est-à-dire, et celle-là, vous la sortez pas de la cuisine, et vous faites une deuxième poubelle à côté de là où vous mangez, qui ne rentrera plus dans la cuisine. Ça évite les angoisses des mères des Baalot Habayit, de trucs qu'il faut surtout pas. Il faut que la cuisine entière, elle soit complètement cachée le Pessah. C'est le premier principe, il est comme ça. C'est que, en dehors de la cuisine et dans les chambres, il n'y a plus de chametz. C'est-à-dire toute la maison, elle est sans chametz, sauf l'endroit où vous allez manger. Si c'est dans le salon, c'est un des coins du salon, vous décidez dans quel coin, c'est là que vous allez mettre votre carton, votre table du Shabbat, vous pouvez faire une autre table, éventuellement, si vous avez une table pliante que vous ouvrez que pour ça, et pour que la table du soir du Seder, elle soit déjà cassée le Pessah, vous décidez d'un coin, en fonction du nombre de gens, de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, dans un coin qui va être le coin Chametz. Alors vous mangez tout sur du Chad Pe'ami, et comment on fait? Alors le principe, il est très facile. C'est que vous préparez toute la cuisine, kasher le Pessah dans la cuisine. C'est-à-dire tout ce que vous mangez, il est complètement kasher le Pessah. Le repas de Shabbat, il est kasher le Pessah. Il n'y a pas de chametz dans la cuisine. C'est-à-dire, il n'y a pas de couscous, il n'y a pas d'affiné avec des grains de blé ou d'orge, et des choses comme ça, il n'y a plus rien. Tout est kasher le Pessah. La seule chose qui va être chametz, il n'y a pas de gâteau, c'est le pain pour le motzi qui va rester sur la table là où on mange. Et comment on passe de l'un à l'autre? C'est-à-dire, on ne prend pas les assiettes pour aller dans la cuisine. Parce que si dans l'assiette il y a des miettes, tu les remplis dans la cuisine. On prend des tavniot chatpeamiot, c'est-à-dire des plats en aluminium jetables, dans lesquels on transvase ce qu'on a cuisiné, qu'on amène dans le salon, et une fois qu'il est dans le salon, plus rien ne rentre dans la cuisine. Vous avez compris? C'est pas très compliqué. Vous achetez autant de tavniot chatpeami que vous avez besoin de toutes les tailles pour sortir de la cuisine. À ce moment-là, on met dans les tavniotes avec une louche, avec un truc qui est caché à le Pessah. La tavnite est dans la cuisine, tant qu'elle est dans la cuisine, elle est cachée à le Pessah. Dès qu'elle passe dans le salon ou dans la mirpesset, à vos yeux, elle est chametz. C'est pas grave, pas de calcul, pas de truc, c'est-à-dire, et quand on a fini, on a servi, on jette tout dans la poubelle, et on mange dans des assiettes rat pe'amim, et puis à la fin, on prend la nappe, rat pe'amit aussi, on plie tout, on jette dans la poubelle, et on descend, tout jeter dans la poubelle. Dans la poubelle, il y a des miettes. Il n'y a pas du chametz gamo. Parce que le chametz gamo, on va le jeter dans les toilettes. Parce que de jeter à la poubelle, c'est pas la mitzvah de biou chametz. Donc, s'il y a des petites miettes, c'est pas grave. Dans la nappe, quand vous ramassez tout, ça, vous allez le jeter dans la poubelle. N'oubliez pas que si vous êtes en Chutz La'aretz et Shabbat, il faut faire attention à ne pas porter. Donc, éventuellement, dans ce cas-là, vous le mettez dans la cour. Je sais pas exactement comment vous pouvez faire parce que vous pouvez pas sortir d'un Reshut Harabim s'il n'y a pas de hérouv. C'est-à-dire, mais en tout cas, vous le sortez de la maison. Et si vous ne pouvez pas le sortir de la maison, vous le mettez dans un coin dans la maison jusqu'à la fin de Pessah, complètement fermé et que personne ne va y toucher. Il n'y a pas de véritable chametz dedans, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Mais en Israël, vous le jetez dans la poubelle. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer que c'est pas la fin du monde. D'accord? C'est-à-dire, selon ce concept qu'on a dit maintenant, c'est tout à fait c'est tout à fait gérable. Voilà, oui. Moi, je comprends pas pourquoi il faut faire tout ce truc. C'est pour deux pitotes, on a besoin de mettre tout ce que vous dites. Si on cuisine tout, cacher l'épaisseur, on n'a pas besoin de faire tout ce... Ah oui, mais sur quoi tu fais motzi? Sur quoi tu fais motzi? Sur les pitotes? Oui, mais ces pitotes, où tu les manges? Bah, tu les manges... La question, est-ce qu'on est obligé de les manger à la table? Ah oui, Nachon, tu as raison. Oui, j'ai oublié. C'est une deuxième solution. Nachon, j'ai oublié de le dire, c'est une bonne solution. Par exemple, vous faites motzi dans un coin, ensuite, voilà. Vous avez fini, vous vous secouez bien pour être sûr qu'il n'y a plus de miettes, et vous allez manger à la table qui sera la table de Pessah. Voilà. C'est gamé c'est aussi une solution. C'est maintenant, il faut que ce soit pas loin géographiquement, c'est-à-dire mirpesset du salon avec le salon, c'est valable. Si vous habitez au 18e étage et que vous mangez en bas, motzi et que vous remontez après, c'est aussi possible si vous avez l'intention au moment de motzi. Non, c'est possible de continuer là-bas, mais c'est moins bien. Mais c'est aussi possible. C'est possible. C'est une deuxième solution. Vous avez raison. C'est aussi une solution. C'est-à-dire? Non. Je vais terminer après. La question, est-ce que la poubelle,
c'est pas un lieu qui appartient en copropriété à tous les habitants de l'immeuble. C'est-à-dire Donc, au il nous niveau du... appartient quand même. Oui, mais c'est pour ça que je dis que tu peux pas jeter ce qui reste de Hametz si t'as kazaït dedans. Si tu jettes les assiettes et les miettes Tu dedans, jettes il aux n'y a plus de toilettes. Hametz. Quoi? Faut jeter le Hametz Gamour aux toilettes. Voilà. Parce que de Voilà. Et jeter pas dans dans la la poubelle, poubelle. ouais, mais non. On Si tu es en peut, Israël et que tu le jettes, attends, je finis, enfin, attends, si j'écoute. On va s'arrêter là dans le truc la semaine prochaine. On parle, non, ouais. Oui. Et si je vais encore dire deux mots sur l'organisation propos- des autres, non, j'en parlerai la semaine prochaine. Souda Chichi, etc., j'en parlerai la semaine prochaine. Mais, à propos de euh, euh, de quoi? Ah les oui. vatel et Tachamet Attends, avec oui. l'économica, c'est plus Ouais, il y a des gens qui disent Mechoubad. ça. C'est yoter mechubad, les dati c'est pas top. Parce que c'est pas une manière qui est marquée dans Chazal. On C'est on mefarer, peut pas vous aurez la manger, roi. Quoi? on peut pas manger Oui, mais quelque chose avec tu l'as pas fait l'économica. Oui, mais c'est ou l'homme voir. Si par exemple tu le donnes à ton chien à manger, c'est bio chametz. C'est-à-dire, mais si tu mets de l'économica, tu es pogem auto. Il est plus raoul achila, donc il est plus chametz, mais c'est pas sûr Ah, que c'est bio. C'est-à-dire de אבל ce זה point de vue-là, הכוונה, שלא יהיה חמץ יותר, non, לא? non, il y a une mitzvah assez tashbitou. Je rentre pas dans les détails. C'est Il vaut Besséder, mieux les le mettre aux poskim le toilettes. disent, mais c'est mieux de le mettre aux toilettes, bien que ça dérange un peu. Aujourd'hui, je vous rappelle que nos toilettes sont très propres. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire que Ok. même à Pas pied la à la mer. fin, la salle de bain où il y a des toilettes toute l'année, il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est pas considéré comme un endroit qui est un endroit qui c'est impudique mais pas מתועב. sale. Il est pas sale. Donc c'est pour ça que c'est pas un manque de kavod. C'est pour ça que j'ai dit de le jeter comme ça. Alors si tu préfères le faire comme ça, maintenant, ce que je voulais dire à propos de la remarque de Avraham Cohen, si tu le jettes dans une poubelle qui est reshut arabim, tu étais mafkir auto, tu n'as pas été majbit auto. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire mafkir, ça veut dire tu as sorti de ta propriété, mais tu ne l'as pas annulé. C'est moins bien, mais c'est aussi une solution. C'est-à-dire, dans les préférences, le mieux c'est de le mettre aux toilettes, ensuite de le mettre de l'économica pour le rendre, et ensuite de le jeter, si on peut en Israël, dans Reshut Arabim, pas dans la poubelle de l'immeuble, mais de sortir dans la poubelle, ce qu'on appelle ici Tzfardea, c'est bien, ça rappelle Dam Tzfardea Kinim, le gros truc vert comme ça n'existe plus tellement, c'est dans une poubelle qui est en dehors de la maison. À ce moment-là, c'est Gamtov, c'est bien aussi. Alors du coup, on prend un peu de temps pour les questions. Comment on fait Souda Shlishit? Il y a encore toutes sortes, la Havdalah, de Motsei, pour entrer, et encore d'autres choses qui sont différentes au niveau du Seder, on en parlera la semaine prochaine. En gros, Begadol, j'ai donné, j'espère, l'essentiel des halachot. Pourquoi je vous le dis maintenant? Pour que vous ayez le temps de programmer, de prévoir, et que vous arriviez de manière sereine. שאלות beaucoup. sereine מאוד. Oui, sereine. Mais, Ouais. mais, תודה mais רבה. cette histoire תודה de רבה. matzot, metouganot, on peut manger des matzot metouganot? Tu parles la veille de Pessah? Oui. Alors, de nouveau, en fait, je vais répondre à ta question. Pourquoi c'est la moins bonne solution? Parce que la question des rabbanim, c'est pourquoi j'ai pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah, et parce que c'est trop tôt. Maintenant, est-ce qu'on parle d'une matzah sur laquelle je pourrais faire le seder, ou est-ce que parce que je sens le goût de la matzah? C'est-à-dire, je dois pas me kiffer une matzah la veille de Pessah, et parce qu'il faut reculer pour mieux sauter. D'accord? C'est pour ça que chez moi, dans la maison de ma mère, on avait l'habitude de plus manger de matzah après Purim, et j'ai entendu des gens qui ont comme ça l'habitude, qui s'arrêtent de manger depuis Rosh Chodesh. Il y a deux coutumes. Mais pourquoi? Pour oublier le goût de la matzah et pour justement retrouver le goût de la matzah, comme une fiancée avec qui on se marie. Et je parlerai de cette idée de Harusato, bébé. Harusato, c'est-à-dire le fait de sortir d'Égypte, c'est comme un peu le mariage entre Israël et Kutchabrich ou Akadosh Baruch Hu. Donc, la veille, c'est vraiment pas normal. Alors, si tu dis que c'est au niveau du goût, ouais, même si c'est pas de la matzah shmura, elle a le goût de la matzah, d'accord? Si tu dis que c'est au niveau du goût, si c'est une matzah qui a été un peu revenue dans de l'huile, elle a encore, en gros, des fois même, ça améliore le goût quand tu es métagen, quand tu l'as fait griller. Donc ça peut être même meilleur que la matzah du soir.
et avec un goût de matzah. Donc c'est pour ça que c'est pas la meilleure solution. Meilleure solution. Si tu dis que c'est une matzah qui n'est pas celle sur laquelle tu peux faire le seder, alors tu peux pas faire le seder, donc c'est cachère. Mais c'est, si vous voulez, pour les gens, par exemple dans l'armée, dans la police, dans les trucs, on n'a pas le choix. Donc on cherche une solution laquelle. Chez nous à la maison, comme on est plus capable de gérer des situations beaucoup plus compliquées, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas l'angoisse de manger du pain, mangez du pain. Comme je vous ai expliqué, c'est techniquement aujourd'hui grâce au Khat Pe'ami, à Et tous c'est seulement sacs en jusqu'à 10 plastique. heures du matin. Ouais, à 10 heures du matin, il faut plus manger il faut s'arrêter à 10 heures du matin pile. Et C'est vendredi matin, on ne fait pas de brachot. On brûle simplement le chametz vendredi matin. C'est voilà, tout. sans brachot, Ah, c'est-à-dire. sans kol chamira, sans rien du tout. Juste tu le brûles, c'est tout, tu le brûles parce que Non, tu veux c'est plus en d'accord. avoir, sauf ce que tu gardes. Ça, vous avez compris? La bracha, on l'a dit samedi ou pas? On dit samedi à Samedi, 10 oui. heures. Après 10 heures, ou Ah, tu peux le dire avant. après Mais une 10 fois heures. que, ça peut être avant, une fois que tu as jeté tes dernières miettes de pain, Dans le Miette poêle. de pain. d'accord? Mais comme tu vas J'ai être compris. occupé à manger jusqu'à 10 heures, parce que déjà comme ça, la tefila, elle va être à 7 heures, on va prier plus vite. Il y en a qui se lèvent pas pour la tefila. Je sais pas si vous avez connaissé ce minag des enfants ou des petits-enfants qu'on réveille à midi pour le repas de midi, Shabbat midi. Ouais, je connais C'est-à-dire, mais en beaucoup. tout cas, il y en a qui sont noagim comme ça. Je sais pas d'où ils ont tiré ce minag, mais ça existe. Donc, ce jour-là, il va quand même falloir les réveiller à 9 heures, leur dire si tu veux manger le repas du matin avec nous, parce qu'après ça, il n'y a plus de chametz. Donc, tout le monde va se lever tôt relativement. Donc, on n'est pas disponible pour commencer à faire le kol chamia. Le conseil, c'est de se fixer à 10 heures. Jusqu'à 10 heures, je m'occupe de ma tefila, de mon petit déjeuner, de mon kiddush. Et puis à 10 heures, ça y est, j'ai fini le pain. Tranquillement, je fais biou chametz, comme on a dit. Tranquillement jusqu'à 10h16. Mm. J'ai le temps, à 11h16, pardon, j'ai le temps de dire kol chamira vechamia. C'est-à-dire, je pense que Mhm. Zaya Parfait. m'explique. Toda. Est-ce que, Mhm. Pardon. est-ce que l'on peut dire Kol Chamira en hébreu et pas en araméen? Voilà, merci. C'est ce que j'avais commencé à dire. À mesure que c'est pas une bracha, chaque année, il faut le dire au moins une fois dans la langue qu'on comprend. C'est-à-dire ceux qui le lisent en araméen mais qui savent ce qu'ils lisent, ou parce qu'ils comprennent araméen, ou parce qu'ils ont la traduction dans C'est l'édition de Nerson. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous pouvez lire en araméen. Mais il y a obligation, c'est une déclaration légale et spirituelle de considérer que c'est comme la poussière. Quelqu'un qui le dirait, il pense qu'il fait une bracha ou un souhait ou des trucs comme ça, où il sait pas ce qu'il fait, il n'a pas fait la chose. Donc, le mieux, c'est de le lire au moins une fois dans la langue qu'on comprend. Et comme on a l'habitude de lire 3 fois certains, à ce moment-là, tu peux lire une fois en français, une fois en hébreu et une fois en araméen, comme ça fait dans toutes les langues. Et une fois en ladino, une fois en yiddish, comme ça. C'est-à-dire, mais c'est chachouv mode de le lire dans la langue qu'on comprend ou de comprendre ce qu'on dit. Autre Sheila? Toda rabba. Je n'ai pas compris l'histoire de la javel, à quoi elle servait. Et je ne peux pas sortir ma poubelle, puisque c'est Shabbat, dans la rue. Toi, tu peux Voilà. pas. Mais le judéo-arabe. Alors, l'eau de javel, c'est si tu mets de l'eau de javel sur du manger, tu le Oui, rends ça inapte pourrait. à la consommation. Tout à fait. Et donc, du Ah. coup, tu ne transgresses plus l'interdiction du chametz, qui est là Mais chez sur nous, quoi, la sur chilat quoi kelek. on jette la javel? Sur quoi? Sur, Sur les sur, miettes? sur, Sur quoi? sur ce qui te reste de pain. C'est Ah, après d'accord. le petit déjeuner à 10 heures, tu peux mettre de la javel et ensuite le mettre dans ton sac de poubelle et le garder chez toi à la maison. L'avait été le Rambam, il dit, parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, ils n'avaient pas de toilettes dans les maisons. Dans le Rambam, il est marqué qu'on le mettait dans un ustensile fermé, on le gardait jusqu'à Motzei Chag, et que Motzei Chag, on le brûlait. C'est-à-dire, on le gardait 2 Shabbat matin jusqu'à Motzei Chag, presque 2 jours, et à ce moment-là, on le brûlait. C'est-à-dire, parce qu'on avait déjà fait le bitoul, on avait dit que pour nous, c'est la poussière de la terre. Le Rambam, vu qu'il ne pouvait pas sortir pendant Shabbat, que pendant Yom Tov, il ne le sortait pas non plus parce que c'est Mouktsé, du coup, c'est-à-dire le Chametz, et donc, il l'emballait dans un petit sac, il le fermait bien, il le mettait dans un endroit où c'était inaccessible, et il le gardait jusqu'à Motzei Chag, il le brûlait. Donc, dans la théorie, ça aussi c'est possible, par exemple dans le cas de Shulamit. Mais comme je te dis Shulamit, si le vrai Chametz, tu l'as mis dans les Tu l'as mis aux toilettes, tu as mis toilettes. de l'économique à l'intérieur du sac qui t'a fermé, rien ne t'empêche de mettre ce sac dans un endroit, surtout pas dans la cuisine, mais dans un endroit
pour toi, par exemple, justement, de le mettre dans la salle de bain, dans les toilettes, dans un cagibi quelque part, de bien le fermer, et après, pas pendant Chag, parce que pendant Chag, c'est mouktsé à mon avis, mais de le jeter après le Chag dans la poubelle municipale. Vaut mieux ça que de le jeter aux toilettes. Non. Non. Vaut mieux ça pour les ustensiles, les assiettes, les verres, les couverts et la nappe avec les petites miettes. Mais le mieux du mieux du mieux, c'est de le jeter aux toilettes, comme je vous ai dit. Et ça, même à Marseille, tu peux jeter aux toilettes. Shabbat. Non, parce que tu pourrais dire oui, mais ça sort de la maison et ça va. Mais chaque Shabbat, c'est une question comment on tire la chasse d'eau Shabbat. Ne vous inquiétez pas, les Chachamim, ils ont permis de tirer la chasse d'eau Shabbat. En aux toilettes le reste du repas, de pain. Non, le reste de ce qui est Chametz. Que le pain. Que le pain. S'il te reste du riz, des salades, tu les jettes à la poubelle. Oui, et tu les jettes parce que tu peux plus manger des salades s'il y avait du pain à côté dans lequel tu as mangé. Si par contre tu as fait la solution qui était proposée de faire moti dans un coin et de continuer le repas autre part, tout ce qui est du repas, tu peux tout à fait le jeter dans la poubelle qui peut même théoriquement rester pendant Pessah dans ta cuisine et puis le jeter quand on la jette. Bien entendu, le mieux c'est de tout jeter pendant Shabbat. C'est-à-dire si tu peux, pour ceux qui sont en Israël, le rak qui a servi, on le met dans un coin avec le... Pour toi, oui. Pour les Israéliens, tu prends tout et tu jettes dans la poubelle. Dans ce cas-là, vous pouvez le jeter dans la poubelle de l'immeuble parce qu'à part des miettes, il n'y a plus rien dedans. Souvenez-vous. Il n'y a que si vous décidez, au lieu de le jeter dans les toilettes, de jeter votre Chametz Gamo dans la poubelle, qu'il faut faire attention à ce que ce soit une poubelle qui soit un endroit où il y a expropriation. C'est-à-dire vous savez que c'est plus dans votre domaine à vous. Alors, on peut discuter, est-ce que le domaine de l'immeuble, c'est un domaine public ou un domaine privé? En gros, par exemple, dans les immeubles modernes où la poubelle de l'immeuble, elle n'est pas d'accès pour les gens de l'extérieur, c'est une poubelle commune qui vous appartient encore de manière commune. C'est pas une poubelle publique. Par contre, en Israël, les petites poubelles vertes qui sont au bord du trottoir qu'on sort, c'est vrai qu'elles sont dans la propriété de l'immeuble, mais n'importe quel clodo peut ouvrir le truc et prendre tout ce qu'il a envie dedans. Donc c'est du vrai FKR, quoi. C'est-à-dire, c'est sorti de chez soi. Encore des questions? Non, même sur la nourriture, est-ce que si je passe Pessah en dehors de chez moi, est-ce que je peux vendre ma maison? Comme je vends Mohamed, je vends tout. Est-ce que je suis tenu de faire Bédika chez moi avant de partir? Là-dessus, moi, je suis mahmir, personnellement. Parce que il y a une chovat gavra de faire Bdika et bio. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de chametz. C'est-à-dire que c'est le fait aussi qu'on a une obligation au niveau de l'individu de faire la mitzvah de bio chametz. Maintenant, si là où tu pars, tu vas pouvoir faire bio chametz, c'est-à-dire, il y a quand même le fait que, c'est-à-dire, si tu sors dans les 30 jours avant Pessah, tu peux pas laisser ta maison et le truc. Alors, c'est vrai qu'il y a des poskim qui disent si tu l'as vendu, tu as donné les clés, on peut. Mais moi, personnellement, je ne conseillerais pas de cachériser la cuisine, parce que faire bdikat chametz, si tu t'en vas, ça te prend 1 heure. C'est-à-dire, c'est de passer partout, de mettre dans l'armoire de ce que tu vends, dans l'armoire précise qui est prévue, et tout le reste, de le brûler. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de le brûler. Dans ce cas-là, tu pars bien avant, tu peux le jeter à la poubelle. Le jeter à la poubelle, ça prend 1 heure en gros. De toute façon, tu partiras pas sans balayer la maison, ou que quelqu'un balaye la maison, fasse une spongère en Israël, etc. C'est évident. Pourquoi aussi c'est important? J'ai un oncle qui était parti à l'hôtel et sa femme a une occlusion intestinale au milieu de Chol HaMoed. Ils ont dû rentrer chez eux à la maison. Et puis, ils avaient le bec dans l'eau et la maison n'était pas cachère le Pessah. C'est compliqué au niveau de la halakha de savoir, il faut faire bdikat chametz, il faut brûler tout le chametz qui est là-bas, etc. Sauf ce qui a été vendu, il faut cachériser la cuisine ou ne pas manger. Je me souviens que c'était très compliqué et c'était très déprimant. Donc, conseil d'amis, si vous partez, prévoyez que si vous êtes obligé de rentrer pour une raison ou une autre, c'est-à-dire que vous puissiez rentrer dans la maison. D'accord? Après, s'il faut encore un peu arranger, mettre par exemple, recouvrir le shaïch, parce que vous êtes là, ça on peut le faire pendant Pessah, etc. On peut arranger, mais que ce soit un minimum que vous soyez parti avec bdikat chametz. Qu'est-ce qu'on fait avec une bouteille de whisky? Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai pas du tout parlé
Tu la mélanges avec l'eau de Javel? Non. Euh, le, L'IMCOR. ouais. Le principe général, c'est comme ça. C'est que on peut tout vendre dans le principe. Tu peux aussi vendre un demi-paquet de pâtes, même si tu as de l'argent et que ça vaut 2 shekels, mais tu as envie de le garder pour une raison ou une autre, tu peux. C'est-à-dire, on peut tout vendre dans le principe général. La vente, c'est pas la mitzvah. C'est contourner la mitzvah. C'est-à-dire la mitzvah, c'est de dire d'annuler ou pas la parole, par le fait de trucs. La vente, c'est génial. Grâce à la vente, mais on a un État entier qui est gérable. Parce que si jamais on vendait pas, tous les gens pas trop religieux, ils vendraient pas le chametz. On pourrait plus acheter dans les macolets, dans les super, dans les stations d'essence. On pourrait plus manger chez nos amis qui sont pas religieux, etc., qui nous servent kasher le Pessah. Non, je veux dire qui nous servent kasher après Pessah, parce qu'à cause du problème de chametz chez Avara avec Pessah, grâce à la vente, Baruch Hashem, Medinat Israël, elle est kasher le Pessah à 98%. Maintenant, soit personnellement, il y a beaucoup de juifs qui veulent pas vendre du vrai chametz, il n'y a aucun problème. Donc, si la seule chose qui te fait mal au cœur de brûler ou de jeter, c'est le whisky, parce que ça coûte cher ou parce que tu aimes le whisky, à ce moment-là, tu peux vendre que le whisky. Si tu veux pas vendre le whisky, bah, tu brûles le whisky ou tu l'amènes à ma synagogue et en un quart d'heure, il n'y a plus de whisky. Ils font bio chametz en 2 minutes. C'est-à-dire, tu l'amènes chez Chabad ou chez moi et ça disparaîtra le Shabbat d'avant. Question. Si jeudi soir, on se trouve à 2 endroits différents qui nous appartiennent, on fait l'Yur Chametz, les 2 fois avec bracha, dans les 2 endroits différents ou une seule fois la bracha? Si tu es mitkaven, au moment où tu fais la bracha pour les 2 endroits, tu n'as pas besoin de faire 2 fois. Si jamais, par contre, tu as dit je fais maintenant et puis après, par exemple, il faut aller faire dans la cave, si jamais on rend du chametz dans la cave, dans le marsan, dans la voiture, et c'est la même bracha. C'est-à-dire, si par contre, tu n'avais pas prévu, ou bien c'est 2 personnes différentes, chacun fait la bracha de son côté. Merci. Top. Zéou, je suis obligé d'arrêter. Est-ce que dernière question, s'il y a quelqu'un? Vous avez ça à dire? Ok. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue. Et on fera aussi cette rouhaniout. Ok. Toda Rabba Rav Ackerman, je rappelle à toutes et à tous, ceux qui n'ont pas encore fait de don, vous pouvez. Il nous reste encore 24 heures, donc n'hésitez pas à faire un don, que ce soit en euros, en shekel, on accepte tout. C'est les 10 ans, on a besoin de votre aide pour continuer et se développer. Kol Tov, bonne soirée à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.